Euh, bon, mon cher Léo, merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Un voyageur venant tout droit du Népal et dont ses racines sont dans les Cévennes, à la région du pays Viganais, si je ne me trompe pas. Ouais, carrément. J'ai toujours vécu au Vigan et depuis peu à Mars. Ok. Donc toujours dans le secteur. Bon, on va rentrer direct dans le sujet. Comment t'es venue l'idée de réaliser cette aventure au Népal, notamment Lost, c'est ça, hein, que t'as réalisé à 6100... Non, ce que j'ai fait, ça s'appelle Island Peak. Ok, Island Peak. Et c'est à 6289. Ok. Donc comment ça m'est venu? En fait, c'est venu de mon premier voyage au Népal, où j'avais fait déjà un trek, mais vachement plus petit. Et c'est là que j'ai découvert la chaîne de l'Himalaya que tout le monde connaît. Mais en fait, quand t'es dedans, je sais pas, j'ai pété un plomb par rapport à la hauteur des montagnes. C'était un truc de ouf. Partout où t'as toujours une montagne plus haute. Okay. Ça va tellement haut, t'as toujours un truc plus haut. T'as jamais un endroit comme chez nous où tu vois l'horizon ou quoi. Et du coup, j'avais surkiffé, j'ai trop aimé. Et après ce voyage-là, je me suis renseigné un peu plus sur toutes les différentes zones de l'Himalaya avec tous les treks qu'ils proposaient, tout en concertation du coup avec mon contact sur place, Locke. Okay. Et j'avais vu qu'il y avait ce 6000 qui était accessible, considéré comme relativement facile, si tu es en bonne condition et que tu te sens bien, et qui avait une proximité immédiate avec l'Everest. Et je crois que c'est ce truc-là qui m'a fait basculer sur ce sommet-là, justement. C'est la proximité avec l'Everest. Okay. Qui me faisait carrément rêver. D'accord. Mais c'était venu vraiment d'où l'idée de allez, je pars au Népal, c'est parti. Demain, je pars au Népal. Ça, c'est hasard total. Hasard total? Ok. Je suis en Inde. J'étais avec un collègue en Inde. Ce collègue est rentré en France parce que c'est la fin de son voyage. Moi, je suis resté 3 semaines supplémentaires en Inde et ça faisait 1 mois et demi que j'étais, j'en avais un peu marre. Mais j'avais pas envie de rentrer. Donc de là, je regarde mes options, je regarde les pays à côté, qu'est-ce qui m'intéresse. Et l'Inde qui est frontalier avec le Népal, donc juste à côté. Et je me dis, pourquoi pas. Mais sans penser, à ce moment-là, je pense pas du tout aux montagnes. C'est pas vraiment ma préoccupation. Juste, je me dis, le Népal, pourquoi pas. C'est vrai qu'on voit toujours un peu on entend toujours parler du Népal, mais sans trop savoir ce que c'est. Ouais. Du coup, je me renseigne un peu sur les réseaux. Je vais sur un groupe Facebook classique, je sais plus comment il s'appelle, mais un groupe de voyageurs au Népal. Et je vois un message de 2 Françaises qui postent un petit message. On aimerait faire tel trek. Voilà, s'il y a des Français qui sont intéressés, envoyez-nous un message, on peut en discuter. Je me dis, ça coûte rien, j'envoie un message. Et le courant passe bien. Et voilà, je me retrouve à prendre un billet d'avion un peu du jour au lendemain pour le Népal. Direction Katmandou pour partir en trek un jour après, sans trop savoir dans quoi je vais. Wow. C'est spontané, authentique quoi. C'est spontané, j'avais envie de bouger, il y a l'opportunité, ça a l'air cool, j'y vais. Putain, c'est comme ça que c'est passé. Bah c'est bien, ça me donne une idée. Ouais, je vais regarder sur Facebook les groupes aussi. Ouais, tu peux, il y a full conseil, full truc. Ok, putain, énorme. Et c'est vachement communautaire, c'est-à-dire que tu peux poser des questions, les gens ils te répondent. Il y a des gens qui sont vraiment investis. Ok. Mais tu t'étais jamais vraiment entraîné. Du coup, tu t'étais pas entraîné ici? Du coup, tu t'y attendais pas trop. Du jour au lendemain, tu pars? Okay. Pas du tout, pas d'entraînement spécifique du moins. Après, j'ai toujours été un peu sportif dans ma vie, je suis globalement en forme, mais pas du tout d'entraînement spécifique. D'accord. Et du coup, ça n'a pas été dur? Ça a été, la première fois que j'y suis allé, ça a été vachement dur. C'était combien de jours? C'était 9 jours. C'était pas très grand, pas très haut non plus, entre guillemets, mais j'en avais vraiment bavé quand même. Vraiment pas simple. C'était dans la vallée de Langtang, c'est juste un peu au nord de Katmandou, et j'avais fait un 5000 du coup. Ok. Mais j'en avais vraiment bavé comparé à quand j'y suis retourné, tu vois. Parce que première expérience avec la haute montagne, première expérience avec l'altitude, je l'avais jamais vu nulle part, j'avais jamais vécu. Et pour le coup, je l'ai mal vécu. Ah ouais. Ouais, j'ai pas trop supporté. J'ai eu des difficultés du moins avec le mal des montagnes. Okay. Mais ça l'a fait quand même, tu vois, ça se fait quand même. Mais pas simple. Ok, donc si j'ai bien compris, t'as déjà fait un 5000 mètres? Ouais. En amont? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et là, t'as fait un 6100. Ouais, okay. C'est ça. Et là, tu vois la différence entre le 5000 et le 6000? Ouais, carrément. Ah ouais? Ouais, carrément. Bah, en fait, le 5000, c'est. T'es encore, suivant les zones, t'es encore en dessous de la limite neige, par exemple. Ok. Donc, moi, le 5000, quand je l'ai fait, il n'y a quasiment pas de neige. Et puis, c'était un 5000 un peu axé rando qui se fait facilement à pied. Et qu'en vrai, tout le monde peut faire, ça monte un peu, mais c'est pas extravagant.
Là, le 6000, c'était beaucoup plus challengeant. Ok. C'est quoi, c'est le manque d'oxygène? C'est là où tu l'as fait ressentir ou Pour lequel? Pour le premier? le premier, le deuxième, ouais. Le premier, manque d'oxygène, ouais, mais il n'y avait pas que ça. J'étais pas bien. En fait, j'étais pas bien. Ça m'a mis pas bien, globalement. Ok. Le second, j'ai beaucoup mieux géré. Et tu sais pourquoi ça t'a mis pas bien ou pas? Bah, en fait, c'est un peu le mal des montagnes. C'est les symptômes qui ressortent du mal des montagnes. Tu vois, le manque d'oxygène, il induit sur plein de choses. Ok, oui. Notamment sur les humeurs, sur le ressenti. Il y a des moments, tu vois, où souvent, déjà, quand tu es dans l'effort, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et là, je me disais ça, mais non. Tu vois, la classique. Mais là, tu as ça qui te vient en tête, et puis après, tu penses qu'à ça, en fait. Il y a ce côté... Moi, je l'ai ressenti comme ça, du moins, à mon altitude, ça me faisait broyer du noir. Je voyais que du négatif partout. Ah ouais. Donc, c'est super dur de... T'es là, t'as que du négatif, tu penses à tout ce qui va pas, j'ai un peu mal aux pieds, oh, mon sac, il est lourd, oh, je suis essoufflé, oh, il fait froid. Il y a tout qui remonte, tu vois. Qui fait que c'est pas très agréable. Ça fait une espèce de remontée de négatif. Mais la seconde fois, c'est beaucoup mieux passé, je pense, parce que je l'avais mieux préparé. D'accord. Et que je savais où je mettais les pieds pour. Ouais. Ok. Et parce que moi je m'apprête à monter du coup le Merapic à 6472 mètres, si je ne me trompe pas. Et ma question c'était à partir de quel moment. Du coup, moi c'est sur 12 jours. Ouais. Voilà, c'est sur 12 jours. Moi c'était à quel moment tu ressens le manque d'oxygène? À quelle altitude? Ça, je trouve que la limite, elle est vachement loin quand même. Ok. La première fois, j'ai commencé à le ressentir vers les 5000. Mais la seconde, tu vois, c'était un peu plus à partir de 5003. On se dit, c'est pas grand chose, mais évidemment, quand tu montes, dès que tu montes, tu le sens. Ok, Yeah. je me rends pas compte. Bah, tu vas le voir, je pense. Ouais. Surtout la descente que tu vas Je vais le voir, je vais le ressentir ouais. aussi. Tu vas kiffer. Okay. Mais c'est la descente que tu le ressens parce que quand tu montes, tu te dis, bah, c'est de plus en plus dur, c'est l'effort. Mais en fait, quand tu redescends, il y a un moment où ton corps, d'un seul coup, il va mieux. Parce que dès que tu redescends, tu reprends de l'oxygène. Ouais. Donc en fait, chaque mètre que tu fais en bas, ton corps va mieux. Et il y a un moment où tu sens que la mieux, tu fais putain, mais pourquoi ça va mieux? Et tu captes qu'en fait, c'est parce que tu es descendu. Okay. Mais du coup, je dirais, moi, la limite, en tout cas, parce qu'après, c'est quand même propre à chacun, mais la limite que j'ai ressentie, c'est aux alentours de 5003, 5004. Là, tu commences à sentir que tu respires beaucoup moins bien, tu prends des grandes inspirations, et c'est souvent par la bouche, par réflexe, tu vois. T'es un peu en train d'halter comme un chien. Et c'est là que tu te dis, galère. Qu'est-ce que je fais là? Ok, putain, incroyable. J'ai hâte de vivre cette expérience. Moi, ça va, j'ai des petites techniques justement pour me préparer à l'altitude. Donc, je suis coach en respiration aussi de la méthode Oxygen Advantage. Donc, j'ai quelques exercices pour m'entraîner en hypoxie, en hypercapnie, donc le manque de CO2 et le surplus de CO2. Donc on verra si ça marche, ma préparation. Ça va être un tout majeur pour toi, c'est ouais, sûr. Ça va être un tout. Ouais. Certain. Et après, je sais pas si tu me suis, mais après, du coup, je réalise des trails en scotch sur la bouche, donc en respiration nasale. Donc voilà, donc tu as une meilleure prise de conscience entre pas la respiration, ne pas aller trop vite, trop. Tu vois, tu as moins le yo-yo, quoi. Ouais. Donc tu sais mieux te gérer. Après, on m'a dit que souvent les trailers partent un peu trop vite, alors que la bonne méthode, c'est partir lentement et régulièrement. C'est ça? Ah bah là-bas, c'est ce que tout le monde te dira. Ouais. C'est vraiment tout doucement. Faut jamais monter dans les tours. Ok. Ils le disent tout le temps. N'importe qui au Népal qui t'amènera en montagne ou que tu croiseras un Népalais, il te dira toujours, ils ont un équivalent du doucement mais sûrement. Ouais. C'est Vistari, Vistari. Ça, tu vas l'entendre tout le temps. Ok. En mode, on y va tranquille, on n'est pas pressé. Parce que souvent en montagne, les charges de marche sont pas très importantes. Ouais. Il vaut mieux le faire doucement, du coup. Dans tous les cas, tu pourras le faire dans la journée, quoi. Il n'y a pas à se précipiter. Et toi, du coup, t'en retires quoi de ces erreurs? C'est pas des erreurs, mais ce mal des montagnes. Comment t'aurais pu mieux faire finalement? Comment j'aurais pu mieux faire? Bah, le mieux faire, c'est pour moi, le meilleur truc à faire, c'est de se préparer avant de partir. Être en condition physique et mentale le mieux possible. Ouais. Ça peut que t'aider. Okay. Après, il faut s'écouter surtout. Ouais. C'est-à-dire que dans ton ascension, j'imagine que tu auras peut-être des moments d'acclimatation prévus. Ouais. C'est pas obligé de les prendre, mais si tu en sens le besoin, faut pas hésiter à les prendre. Ok. C'est vraiment là, vu que c'est un truc qui est pas générique, c'est propre à chacun. Chacun peut le ressentir différemment. Quelqu'un en super forme peut être plus impacté que quelqu'un moins en forme. Même si moi je pense qu'être en forme ça aide dans tous les cas. Pour tout.
Mais s'écouter et puis tu vois comment tu le ressens. Il faut pas hésiter à prendre plus de pauses et à. Après, c'est beaucoup dans la tête, hein. Ça dépend à quel point tu arrives à accepter certaines choses que tu n'arrives pas. Bien sûr. Mais du coup, t'as fait quoi entre ton premier 5000 et du coup ce 6000? Je me suis vachement plus mis au sport, entre guillemets. Ok. Globalement, je faisais plus de sport. Quoi spécifiquement, si on peut être plus précis? Quoi comme sport? Ouais. Moi, je fais principalement course à pied, trail et escalade. Ok. Donc c'est ça qui a plus mieux. Bah, c'est clairement la course à pied et le trail Ouais. qui ont aidé. Parce que niveau déjà musculaire, au niveau des jambes, parce que ça remonte, Ouais. ça pousse. Et même au niveau de la respiration, être plus en forme au niveau de pouvoir encaisser plus de cardio. Mhm. Parce que je fais pas d'autres sports sinon que ça. Ok. Et t'avais un Sherpa, parce que du coup là t'avais du poids aussi, non? J'avais mon sac à dos, ouais. Ok, c'était combien le poids que t'avais dans le sac à dos à peu près? J'avais une dizaine de kilos, mais j'ai pris le minimum. Ok, le minimum. Donc t'avais pas besoin de Sherpa Non. pour ça. Ouais. Alors quand je dis Sherpa, tu penses à un porteur. Ouais, un porteur, c'est Ouais. ça. C'est pas pareil, oui, Sherpa, pardon, porteur. excuse-moi, t'as raison, tout à fait. Mais non, j'avais pas de porteur, j'ai pas voulu. J'ai un peu ce truc de trouver ça ingrat, tu vois, d'avoir un porteur. Mais bon, c'est aussi un métier à part entière pour les gens des montagnes, donc c'est un sujet qui divise. Ouais, c'est vrai. Pour l'instant, moi, je me suis toujours dit, je fais tout moi-même. Mais quitte à, du coup, des fois, à maudire mon sac à dos. Ouais. Et à repenser à chaque gramme que j'aurais pu enlever. Ok, Putain, pourquoi j'ai fait ça, c'est trop lourd, c'est chiant. C'est quoi, c'est sur les jambes, sur les épaules, ça tire ou c'est le dos, ça fait un peu mal au dos des fois en fin de journée, mais même, c'est un tout, ouais. Entre l'effort physique, le poids, des fois, c'est un tout. Ok. Ouais. Et il y avait quoi dans ces 10 kilos, dans ce sac? C'est quoi ce qui est nécessaire pour monter une ascension de minimum, c'est sac de couchage moins 20. Ok. Ça, tu l'as acheté là-bas Je l'ai loué là-bas, parce que tu le loues? J'avais mon matos en France, mais ça prend quand même beaucoup de place dans le sac. Ouais. Donc autant le louer là-bas, ça prend pas de la place, ça permet d'amener des choses. Du coup. Mais ouais, du coup, un bon duvet, une bonne doudoune, un bon coupe-vent ou une hardshell pour la pluie, quoi, au cas où. Et après, ça dépend ce que tu veux. C'est au niveau du confort, combien tu veux te perdre de sous-vêtements, combien tu veux te perdre de chaussettes, combien tu veux de pantalons. Moi, j'avais pris qu'un pantalon, 2 paires de chaussettes, 2 paires de sous-vêtements, 2 hauts techniques première couche Mérinos. Et après, globalement, j'avais toujours une manche longue Mérinos en dessous, un gilet Mérinos par-dessus, ma doudoune et si besoin, le couvert en hardshell. D'accord. Et ça l'a fait du coup? Ouais. Sans problème. Ouais. Ça l'a fait. Ok. Et la nourriture? Moi, j'adore. Ah ouais? Ah bah, c'est de la frappe. C'est énormément de riz par contre. Parce que là-bas, ils mangent pas de viande, il me semble. Ils mangent très peu de viande. Ils mangent du poulet. La vache, c'est sacré, donc pas de bœuf. Le porc, c'est pas sacré, mais il y a, je sais pas, je pense la moitié de la population qui en mange. Donc très peu de viande. La seule viande que tu vois quasiment tout le temps, c'est le poulet. Mais de toute façon, dès que tu montes en altitude, il n'y a plus de viande. Parce qu'après, les livraisons, c'est soit à dos de yak, soit en hélicoptère, donc ça coûte de l'argent. Et c'est pas forcément nécessaire. Donc c'est souvent riz, des légumes. Soit en forme de curry, un peu comme on peut penser. Leur plat là-bas, c'est le dalbat. Donc c'est une portion de riz, une portion de soupe de lentilles, souvent des légumes bouillis ou avec une petite sauce curry, un genre de naan mais plus crispy et plutôt une chips. Et c'est ça, et on te sert à volonté en fait. C'est-à-dire tu finis ton riz, on t'en remet. Mais du coup, c'est que riz, légumes et. Si t'as pas écœuré? Ça m'a pas écœuré, mais ça m'a fait maigrir. Voilà ce que je veux. J'ai perdu 7 kilos en 3 semaines. Tu vois. Donc, mais je prendrai une photo avant, après, du coup. Tu peux, parce que entre l'effort, cette nutrition qui est un peu redondante, et des fois tu manques un peu d'apport, mine de rien. T'as pas forcément tous tes apports en protéines ou en gras. Mais bien sûr. Donc ça, plus ça, ça fait qu'au final, j'avais perdu du poids. Putain, 7 kilos, incroyable. Mais au niveau du goût, vu que c'est un truc que j'aime beaucoup, je m'en suis pas lassé, et ça c'est cool, parce que la nourriture, ça peut vite... Parce que c'était, à chaque fois ton ascension, c'était toujours le même repas? Le soir et le matin? C'est pas toujours pareil, mais quand tu commences à monter, à aller dans ce qu'ils appellent les lodges, donc c'est les genres de refuges gardés où tu passes la nuit et tu manges, t'as pas une carte de nourriture qui est énorme, quoi. C'est souvent pareil. Donc tu peux un peu varier, t'as toujours un peu des pâtes en général ou des nouilles sautées. Ça, le dalbat avec le riz. Et après t'as ce qu'ils appellent des momos, c'est des sortes de raviolis un peu chinois là, qui peuvent être soit à la vapeur, soit frits, fourrés aux légumes, aux pommes de terre. Mais c'est très je sais pas comment dire, mais c'est du riz, des patates, des légumes, quoi. C'est des ressources très simples à produire qui peuvent produire au max qu'ils peuvent dans les montagnes. Comme ça, il n'y a pas besoin de transport.
Mais moi, ça me convient très bien. Je sais qu'il y en a pour qui ça a été super dur. Ouais. Et ça t'a pas manqué la cuisine française? Bah, ça me manque pas, mais quand je rentre, je suis content de la retrouver. Ouais. Mais si, je te dis, ça me manque pas, mais si, parce que je suis rentré à Katmandou, le premier truc que j'ai fait le lendemain, c'est d'aller manger du fromage. Donc, Ah ouais? donc je suis un menteur, ça m'a manqué. Et Katmandou, c'était bien? Katmandou, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. T'es allé à Bokhara? Oui, c'est ça. Pokhara, ouais. Ouais, Bokhara. Très, très sympa. J'étais pas, c'est la première fois que j'y allais là. Ok. Mais c'est très mignon. Je crois qu'il me semble que c'est la deuxième ville du pays. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de grandes villes finalement. Mais c'est très mignon. Il y a un lac. Donc c'est très. Katmandou, c'est vraiment une ville. C'est une capitale, tu le ressens. C'est le bazar, il y a plein de voitures. Pokhara, c'est un peu plus étendu et ça borde un lac et des montagnes. Donc c'est fait plus ouvert. Et c'est plus paisible. Tu vois que c'est plus calme. Ok. Trop bien. Moi, je pense que je vais rester un petit peu à Pokhara. Ouais, j'ai entendu de bons retours là-bas. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et en plus, t'as un panorama sur la Naponda justement. Ok. T'es en ville, mais c'est comme si t'es en ville et c'est comme si on était là et on voyait le Mont Blanc, tu vois. Ok, donc à 2 minutes, tu peux partir. C'est trop cool. En fait, ça que j'aime bien au Népal aussi, c'est que t'as toujours des vues. Enfin, si tu aimes ça, moi je suis fasciné par ça, donc j'adore. Mais t'as toujours des vues sur des montagnes enneigées. Et si tu t'y intéresses un peu, après tu peux plus ou moins les reconnaître et tu te dis putain, voilà, ça, c'est temps. Et c'est ouf en fait. Ouais, c'est cool. C'est ouf, t'es au pied de la Naponda. Ok. Et y a pas mal de Français là-bas que t'as croisé ou Il y a pas mal de Français, ouais. Bah, les Français aiment la montagne, hein, donc forcément, Ouais. le Népal, le tourisme, c'est quand même principalement la montagne. Ok. Et le tourisme au Népal, t'as 50% d'Indiens, et le reste, c'est globalement des Européens. Donc, Ok. je crois que le plus qu'il y a, c'est des Anglais. Mais t'as pas mal de Français, d'Allemands, d'Anglais, de pays du Nord aussi, de Suédois. Et tu sens que c'est un tourisme nature et montagne, donc c'est grave agréable. Donc la même mentalité. Ouais. Ok. Ouais. Donc t'as fait d'autres rencontres français, c'est ça? Ouais, j'ai rencontré à chaque fois, la première fois 2 Françaises, et cette année-là, j'ai rencontré un Français et une Française. Ok. Et t'es parti avec eux aussi? Non. Et ben, les Françaises, on était partis ensemble. Ouais. Et là, pour ce second voyage, on s'est rencontrés sur le chemin en fait. Énorme, ça c'est les imprévus du voyage. Quoi. Exactement. Ça, j'ai hâte de vivre ça. Au bout de 3 jours, j'arrive à l'endroit où je vais manger, et une Française qui arrive, on papote, du coup, parce qu'on se rend compte qu'on est tous des Français, on mange ensemble. Et le lendemain, on avait la même étape à faire, on se dit, bah vas-y, on l'a fait ensemble du coup. Et on a fini à faire les 3 semaines ensemble. Putain, incroyable. Donc trop cool. Ouais, ça crée de bons liens, de bons Ça crée souvenirs. des liens super forts parce que c'est un effort intense et que c'est dur. Enfin, tu sais, dans l'effort, tu crées toujours des liens différents. Ouais. Et puis c'est super agréable, tu te retrouves à faire un truc que tu voulais seul avec d'autres personnes, ça fait mine de rien de la compagnie. Ouais. Et ça pousse toujours vers l'autre, de toute façon, l'effet de groupe. Ah, mais c'est clair. Donc quand il y en a un qui va pas bien, on s'aide. Et c'est trop bien. Ok, c'est cool. Et parfait, là tu m'as parlé tu me lances sur ça. Sur l'effort quand c'est difficile, toi tu te rattaches à quoi quand c'est difficile lors d'une ascension? Je me dis, c'est quoi qui te permet justement d'avancer et de pas lâcher? Ben, le premier truc que je me dis, c'est que je l'ai tellement rêvé, je l'ai rêvé, j'y suis, maintenant je le fais. Je me dis, j'ai pas le droit à l'échec. Ouais. Tout en gardant le maximum de lucidité sur ce qui peut être dangereux ou autre. Mais si c'est juste le fait de se dire, je peux pas arrêter, en général, j'ai tendance à me dire, j'arrête pas. Je suis venu pour ça, maintenant je le fais. J'y suis, je l'ai rêvé, je l'ai voulu, maintenant je le fais. Ouais. Et je me force. Ok. Mais j'aime bien ça en fait aussi. C'est plaisant de se repousser au final. Tu vas exploiter ton potentiel qui réside en toi. Quoi. Ouais, c'est ça. Et ça me plaît, ça me stimule. Ah, c'est cool. Bah, j'ai la même vision que toi. Ça me stimule, ça c'est vraiment d'aller au bout des choses, quoi, au bout des projets. Ouais. Surtout quand t'as une idée en tête, parce que cette idée-là, moi je l'avais en tête depuis 2 ans, donc elle a eu le temps de germer, elle a eu le temps de mûrir, de se peaufiner, de s'affiner, de vraiment, tu vois, de savoir. Je savais exactement ce que je voulais. J'ai eu une chance folle, tout s'est passé exactement comme je voulais. J'ai eu des conditions géniales, j'ai eu tout parfait. Donc c'est pas au moment de réussir le sommet, quoi. C'est pas au moment c'est le point culminant, c'est ce que je voulais. C'est pas à ce moment-là que je me permets pas d'arrêter, quoi. Ouais. Je me dis pas le droit. Okay. Et ces douleurs, c'était du coup que le mal aigu des montagnes ou c'était au niveau physique, au niveau des pieds, le froid, la chaleur? Enfin, je sais pas comment t'as géré tout ça, si tu peux nous en parler. Le froid, j'ai pas tellement eu froid. Ok. Il fait froid au Népal ou pas? Bah alors, il fait super froid. Okay. En chiffres. Ça peut atteindre moins 25 degrés, tu vois. Ok. Mais je trouve qu'en t'as fait face à moins 25 degrés. Ouais. Ça. Ok. Mais je trouve qu'en ressenti, c'est pas pareil que chez nous. Dans le sens où un moins 5, moins 10 ici, je peux le ressentir plus froid que ce moins 25 là-bas. Ah ouais. Mais parce que je pense qu'il y a...
tu vois, quand t'es en altitude, mais l'air est froid, Mhm. mais t'as le soleil qui est là. Et je sais pas, j'ai l'impression que vu que je suis conditionné pour y être, je suis conditionné à avoir froid. Donc Ok. mon corps sait que je vais avoir froid, donc peut-être qu'il le gère mieux, Ouais, il s'adapte, ou du moins j'y pense moins. Donc j'ai pas tant eu froid. Sauf la dernière nuit au camp de base où bah, tu dors en tente à 5200, ça fait quand même Ouais. une nuit bien fraîche. Là j'ai eu un peu froid, mais de toute façon j'étais tellement excité que j'ai pas dormi de nuit. Putain, Parce que enfin je dis de la nuit, c'est départ à minuit 30. Ouais. Donc je crois que j'avais mangé à 17h30. La nuit tombe, 18h30, bah, au moment où tu te dis, il faut que je m'allonge un peu, quoi. Mm. Mais je suis allé dans mon duvet, dans ma tente, et j'ai tourné, retourné, je faisais que penser à plein de trucs. Ouais, tu veux en finir, quoi. Ouais. Je voulais y aller, j'étais Mm. prêt à y aller. Donc le froid, pas tant, et après, bah, c'est l'essoufflement et fatigue dans les jambes, hein. Ok. Dans les parties vraiment pentues où il faut s'encorder. Et j'ai utilisé la poignée où tu montes sur la corde et après Ouais. tu te tires. Donc les bras à ce moment-là, et puis forcément tu te pousses sur les jambes dans des montées quasiment perpendiculaires, quoi. Je sais pas exactement le pourcentage, mais c'était costaud. J'avais jamais fait ça. Ok. Et donc là, c'est les jambes et l'essoufflement qui ont le plus gênant. Et le guide, il t'a bien aidé ou... Bah, il m'a bien aidé, il m'a accompagné du mieux qu'il pouvait. Ok, oui. Après, à un moment, il peut pas me porter, tu vois. Ouais, Il peut pas me tirer. Mais il avait vérifié que j'étais en sécurité, j'avais tout ce qu'il fallait. Ok. Après, il n'y avait plus qu'à. Ouais, Donc ouais, moi je suis super content de l'accompagnement que j'ai eu. Ok. Et du coup, t'as eu une bonne météo, tu nous as dit, ouais. J'ai eu une météo parfaite, ouais. J'ai Ok. vraiment eu beaucoup de chance. 2 semaines avant, il y avait eu pas mal de neige. Ok. Donc moi je suis arrivé sur de la neige un peu tassée sur le chemin, mais surtout à des paysages de fou parce que plein de neige. À des endroits où normalement il n'y a pas forcément de neige et grand soleil. Il y a des risques d'avalanche là-bas? Ouais, carrément. Ouais, Là justement, ouais. moi j'ai eu des conditions superbes. Sauf pour le dernier col que j'ai dû faire, il y avait un peu un flou dessus le matin de partir parce que personne n'était encore passé dessus depuis 2 jours. Et du coup, c'était en mode est-ce que ça va être praticable, est-ce que c'est pas trop dangereux, il y a beaucoup de neige, comment on fait? Donc on y est allé, ça s'est plutôt pas mal passé, mais c'était vraiment engagé pour le coup. Et donc pendant mes 3 semaines, grand soleil parfait. Et 3 semaines plus tard, grosse neige, grosse pluie, et là il y a eu des gros accidents. Ok. Wow. Donc c'est là que tu te dis ça peut aller très vite aussi parce Ouais, que c'est dans les endroits où j'étais, il y a eu avalanche, des disparus, des crashs d'hélicoptères. Ok. Bon, bah peut-être c'est la dernière fois que tu me vois. Ouais, non, t'es malade ou quoi? Ok, d'accord. Mais du coup, Oui, mais toujours avec. ça fait partie du jeu, hein, c'est le jeu de la montagne, quoi. Partout, il y a des risques, ouais. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Ouais. Ok. Énorme. Parce que la météo, ça a quand même un impact visuel de ouf et mental de ouf sur tout ce que tu vas faire. Ouais. Et puis niveau sécurité, bah, bien sûr. faut faire attention. Bah, c'est vrai que le soleil, si t'as le soleil, c'est beaucoup plus facile que si t'as Bah, la ça, pluie. te met en confiance, Ah bah, et puis clairement. ça te réchauffe. Il n'y a que Ah des points bah, positifs. ouais, il y a que des points positifs. Ouais. Après, c'est sûr que c'est notre expérience. S'il fait pas beau, bah voilà, c'est plus... C'est plus technique. c'est plus technique, c'est plus fort. Ouais, il y a plein de choses, c'est clair. Je voulais en venir sur... si tu as une anecdote sur un moment où c'était très difficile, enfin ouais, que ce soit physique en fait. Est-ce que tu as eu des extrémités où tu as fait les perdre, ou les pieds peut-être, ou pas du tout? Non, j'ai pas eu tant que ça. Ouais. J'ai eu un peu froid aux pieds, mais ça allait. Ouais. Bon, après, j'ai appris avec l'expérience et en grandissant peut-être qu'il fallait mieux mettre un peu plus de sous dans du bon matos que partir à l'arrache. Ouais. Donc là, j'avais du matos, sans qu'il soit extrêmement cher, mais j'avais un matos correct qui a bien fait le taf. Ok. Donc, Au niveau des chaussures et des gants, c'est ça? au niveau de tout, partout c'était bien, ouais. Ouais. J'ai eu un peu froid aux pieds par moment, mais ça se régulait très vite et j'ai pas eu de moment où je m'arrêtais. Tu vois. Ça, t'as loué là-bas? Non, t'as acheté. Non, là-bas, j'ai loué que le sac de couchage. Après, T'as j'avais tout ramené de France. Ok. Ceci dit, tu peux tout trouver là-bas de plus ou moins bonne qualité, mais il y a de quoi faire. Ouais. Mais moi, je m'équipe principalement chez Decathlon en vrai qui font des trucs maintenant Ok. très quali et Et relativement. c'est quoi la marque du coup des chaussures? Ouais, les chaussures, c'est pas Decathlon, c'est les Scarpa. Des Scarpa, ok. Scarpa Rebel HD. Ok. C'est cramponnage semi-automatique. Ouais, bah, Cramponnage semi-automatique et entre guillemets entrée de gamme pour alpinisme léger ou grosse randonnée. ok. Donc toi, ça l'a fait? Moi, ça l'a fait, ouais. Longtemps, mais... ok. Ça l'a fait, c'est globalement imperméable. Ouais. Si tu passes trop de temps dans la neige, après les tissus sont un peu humides et froids. Mais ça l'a grave fait, ouais. Ok. Et les gants? Pareil. Les gants, j'avais des sous-gants en mérinos de chez Decathlon. Ils ont une paire de sous-gants en mérinos à 10 balles, je crois. Ok. Et par-dessus, j'avais des gants plus gros, mais pareil, toujours de Decathlon.
qui font coupe-vent, tu vois. Pas des moufles, mais des gants un peu plus costauds, juste coupe-vent et ça va aller. D'accord. Donc sous-gants et gants un peu plus gros, même pas des gants énormes en vrai. Ok. Trop bien. Non, mais je regarderai tout ça alors. Je vais m'enseigner, je referai le. je regarderai tout Tu ça. m'envoies un message. Ouais. Et est-ce que tu es venu aussi pour un peu la culture népalaise, le bouddhisme, un peu plus spirituel aussi? Alors pas tellement pour la culture vraiment, enfin oui, clairement, mais pas pour le côté religieux. Ok. Dans le sens où je suis pas religieux, ça m'intéresse pas spécialement. Mais par contre, j'adore la culture, j'adore l'hospitalité des Népalais, j'adore leur gentillesse, leur ouverture. Et ça, j'adore les rencontrer, discuter, échanger et comprendre comment ça marche. En anglais, du coup, c'est ça? En anglais ou avec l'autre qui parle français en français. Ok, d'accord. Et ça, c'est génial parce qu'il Ouais. peut t'expliquer tout et n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Toutes les questions que tu as sur n'importe quel sujet lambda, il peut t'apporter un élément de réponse. Ok, Et ça, c'est un plus de ouf, je trouve. ça c'est cool, ouais. Parce que quand tu es tout seul, que tu as des questions, tu n'as pas forcément de réponse. Ou alors tu vas te renseigner, mais tu n'auras peut-être pas les bonnes réponses. Là, tu as quelqu'un qui sait et qui te dit. Ok, trop bien. Donc ça aide, et même pour la traduction. Parce que tu as des personnes qui parlent pas anglais. Et là, d'avoir un interlocuteur qui parle népalais, tu peux parler avec des népalais. Enfin, tu peux pas parler, mais avoir une interaction avec des gens avec lesquels j'aurais pas pu sinon. D'accord. Mais parce qu'ils ont une manière d'accueillir qui est géniale, les Népalais, ils sont super, accueillants, super gentils et t'as l'impression que dès que t'arrives chez quelqu'un ou quoi, t'es de la famille. Ouais. Alors que le lendemain, tu repars et le lendemain, ils accueillent quelqu'un, mais c'est pareil. Ok, ouais, tu te sens pleinement accueilli. Ouais, vraiment. Ok. Et t'as ressenti un peu l'aspect un peu plus spirituel, un peu religieux ou pas du tout? Ah bah, chez eux, tu le sens dans le sens où il y a de la sacralité partout. Ok. Il y a tellement de choses qui sont sacrées, c'est impressionnant. En montagne, chaque animal que tu croises, on va te dire qu'il y a une part de sacré, tu vois. Ok. Lui, il est sacré pour telle raison, cet oiseau pour telle raison, cet animal pour telle raison. Donc tu sens que la spiritualité, elle est partout. Donc c'est un truc, pour eux, ça régit toute leur vie. Mais après, ça dépend à quel point tu y es sensible ou pas. Moi, je trouve ça super intéressant dans le sens où c'est leur manière de vivre, mais c'est pas un truc qui me touche spécialement. Mais je suis très curieux, par contre, de le comprendre. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est sûr que dans les Cévennes, c'est pas ça, quoi. C'est pas tout à fait pareil. T'as du sanglier, nous on le chasse. On avait pas mal de questions, c'est cool. Si. Quel conseil tu donnerais à toi qui débuterait au Népal, juste avant? Vu avec l'expérience que tu as, tu te donnerais quoi? Je me dirais. Regarde la carte de là où tu vas aller et apprends-la. Par cœur. Pas par cœur, mais au moins tu te situeras où tu es. Ok. Parce que ça, je l'ai fait après coup et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Tu vois, dans mon voyage, j'ai tenu un petit journal manuscrit, journal de bord manuscrit, et j'avais mis une carte et chaque jour, j'entourais l'endroit où je dormais. Ok. Et en fait, à au milieu du voyage, je comprenais un peu plus mon itinéraire parce que en fait, je savais où j'allais, mais je savais pas par où je passais. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et maintenant, je me dis qu'avant de partir, j'aimerais bien plus connaître la zone dans laquelle je vais et connaître ce qui va m'entourer en fait. Pas juste y aller et dire, oh, c'est beau ça. Ouais, t'apprends plus quoi. Voilà. Ouais. Plus me renseigner sur l'endroit où je vais. Sinon, tu te laisses guider, en fait, tu apprends pas énormément de choses. Ce qui est très bien aussi, tu peux apprendre sur le tas. Ah ouais, mais là que j'étais un peu plus renseigné, et le moment où je me suis dit ça, c'est que j'ai vu une montagne, j'ai fait, non, cette montagne, on dirait celle-ci. Et du coup, là, que le guide m'a dit, mais c'est ça. Et je me suis dit, ah ouais, je suis pas si con. J'ai réussi à retenir des trucs et tout, et là, j'ai kiffé. Et du coup, ça m'a donné envie d'en apprendre plus. En fait, de connaître mon sujet au maximum. Ça, et de partir bien équipé, bien préparé. En fait, mettre toutes les chances de ton côté. Ouais, que t'es pleinement investi dedans, quoi. Ouais, essayer de pas négliger des petits trucs, tu peux te dire, ah, on verra plus tard, ou c'est pas grave. Ok. En fait, quand je prépare un truc comme ça, j'ai tellement envie que je le rêve tellement que j'ai envie que tout se passe bien. Ouais. Et j'ai un peu ce côté. Perfectionniste. Pas maniaque, mais perfectionniste, ouais. Je fais gaffe à tout, j'essaie que tout soit carré. Ouais, moi je suis un peu pareil, ouais. Non, mais c'est cool. Ok. Là, je regarde. À la fin de tes journées, comment tu te sentais? Est-ce que à chaque fois t'étais crevé quand t'en pouvais plus ou t'étais. Pas tous les jours. T'avais encore de l'énergie, ouais. Ouais, pas tous les jours. Les jours de grosses étapes, en général, tu prends quand même un coup. Mais comme c'est pas tellement long, souvent, tu vois, ça peut arriver que tu arrives à 14-15 heures en fin de journée, tu vois, t'arrives à ton logement à 14-15 heures.
Donc ça laisse le temps pour une sieste, pour une partie de cartes, tu vois, toutes ces choses-là. Ok. Vu qu'on était plusieurs en groupe notamment, bon, ça dépendait un peu de ce que veulent faire les autres, tu vois. Si y en a qui veulent faire la sieste, bah, on peut se faire ça peut s'envoyer une sieste. Si ça veut se faire une partie de cartes, ça se fait une partie de cartes, Ok, un peu de lecture, un peu d'écriture. Ok. Ça laisse du temps libre, mais j'étais pas tant fatigué. Et puis t'adoptes un rythme différent. Ouais. Tu pars tôt le matin, tu te couches super tôt le soir. Au 21h, par contre, c'était dodo, tu vois. Mais t'avais du réseau là-bas ou pas du Non. tout? Ouais, là-bas, Non. Donc, soit tu peux acheter des cartes Wi-Fi, quoi, qui te donnent la Ouais. Wi-Fi pendant 24 heures. Ok. Mais très peu de réseau. Enfin, pas de réseau, en fait. Ouais, pas de réseau. Non. Ok. Mais ce qui est très cool aussi. Ouais, mais franchement, c'est top. Ouais, ouais, là, j'ai fait plusieurs stages dernièrement, et pareil, sans téléphone, quoi. Bah ouais, bah. Franchement, Ouais, c'est tu te rends génial. tu te rends compte que t'as pas besoin sur ce que tu fais. Ah ouais, et le temps, il est plus long. Bah oui. Le temps est plus long pour tout, et même, tu te tracasses moins la tête, et tu fais comme bon te semble, tu vois. Ouais, bah carrément. C'est ce que t'as ressenti là, ouais. Bah carrément. Et puis en fait, j'ai surtout ressenti le besoin que j'en avais pas besoin. Enfin, que ça m'a pas manqué à un seul moment. Ouais. Donc de temps en temps, vu qu'on était en groupe, tu vois, on se prenait une carte Wi-Fi pour tout le monde. Mais je donne des nouvelles aux proches et pas plus, tu vois. Je m'éternisais pas forcément sur mon téléphone. Après, c'est toujours cool d'avoir des petites nouvelles et tout, mais quand j'étais dans mon truc aussi, il y a toujours ce truc un peu focus où j'étais dans mon truc et ça me dérangeait pas de pas avoir le téléphone. Ouais, bien sûr. Et ça permet justement de faire d'autres choses. Ouais. Que je fais moins, tu vois, en France, là, je fais pas tant de lecture, d'écriture, parce que j'ai d'autres trucs à faire et le téléphone fait partie des trucs qui me prennent du temps. Là, bien sûr. En vérité. Ouais, Et là, c'est des bonnes vacances. Bah ouais, et puis j'ai trop kiffé au final, écrire, lire, papoter, jouer aux cartes, plus que d'habitude. Ouais, c'est cool. C'est génial. Ah, mais j'ai hâte de vivre toutes ces expériences comme tu me l'énonces. Tu penses que c'est obligatoire pour avoir un guide pour faire des ascensions de cette envergure ou... Non, je pense que c'est pas obligatoire. Ah ouais, ok. Pas obligatoire, c'est toi qui te jauge, hein. Ok. Parce que dans les lodges, tu peux y aller quand tu veux. Il faut, Ouais. il faut réserver avant ou... Non, tu peux te présenter. Après, il y a des endroits, c'est au petit bonheur la chance, ça peut être plein. Et ouais. C'est plein, ça peut être compliqué. Et si c'est plein, tu fais comment du coup? Eh ben, je sais pas. Ouais, t'as jamais vu là, ça c'est J'ai pas vu ma situation, mais c'est soit tu retournes au village d'avant, soit on va te proposer de dormir à même le sol, très peu de confort, au final peut-être super froid, tu vois. Enfin. Ok. Mais c'est rare. J'ai connu une fois un groupe qui s'est retrouvé sans place. Nous, on a eu de la chance, c'était réservé, donc on n'a pas eu de soucis. Okay. Mais ils ont dû rebrousser chemin et aller refaire 3 heures dans l'autre sens pour retourner au village d'avant, tu vois. Ok, ouais. Mais une des personnes que j'ai rencontrées là, pendant mon voyage a fait l'intégralité de son voyage sans guide. Ok. Tu vois. Il n'a pas fait l'ascension. Pour l'ascension, c'est obligatoire. Parce qu'à partir d'une certaine limite, eux, ils ont, je sais plus quelle est leur limite de zone de haute, qui s'appelle haute montagne, mais là, c'est un peu plus regardant sur les permis, les accompagnants et tout et tout. Mais pour tout ce qui est trekking, t'as pas besoin de guide en vérité. Tu peux tout faire toi-même. Mais c'est ce que j'hésite. Là, j'ai contacté du coup Locke. Et je lui ai dit, ouais, ça me tente le tour de l'Annapurna, mais juste je fais 3 jours avec vous et après je pars tout seul, quoi. J'ai envie d'y aller à ma guise. C'est complètement possible. Ouais, je pense. Okay. Ah ouais. C'est juste toi, et après, toi, à quel point t'es à l'aise avec te débrouiller pour rentrer, pour rentrer, dire bonjour, est-ce que vous avez un logement, est-ce que je peux manger, pas te perdre sur une carte, un itinéraire, tu vois. C'est ça. Si t'es capable de faire tout ça, que tu te sens bien, c'est facilement faisable. Ok. Bon, mais ça c'est très intéressant. Faut juste que tu te renseignes après au niveau des trucs administratifs, que ça je pourrais pas trop te dire. Pour le tour des indépendants, je sais pas quel permis il faut forcément un permis. Ouais. Mais après, je sais que c'est possible parce qu'il y en a qui le font. Okay. Et j'ai rencontré ce gars qui le faisait et qui le faisait très bien. Ok. Donc c'est clairement possible. D'accord. C'est un choix après, c'est toi comme tu veux. Ouais. Bon, après je verrai sur le tas et après sinon je dirais, ben voilà, je continue avec toi, vaut mieux. Parfait, tu as parlé un peu d'administration des papiers. Pour le visa, ça a été galère ou pas du tout? Non, c'est pas galère du tout. Ouais, tu allais directement sur place ou tu peux le faire en ligne. Ouais. Ça te fait gagner. Toi, tu l'as fait en ligne? Je l'ai pas fait en ligne parce que j'avais eu la flemme. Ça fait que tu passes un peu plus à l'aéroport, mais il n'y a aucune galère. Okay. Tu dois rentrer tes informations personnelles sur une borne automatique, de profession, l'adresse,
Ok. Ensuite, tu vas à un guichet, tu payes, et ensuite tu fais la queue et on te tamponne, et voilà. Ok. C'était long là. Il y avait du monde là. En fait, l'aéroport est super petit, donc c'est soit t'as de la chance. T'es un peu le seul avion qui a atterri dans la dernière demi-heure. Ok. Et si on a deux ou trois, là, ça fait plus de monde. Tu peux Ouais. attendre 1 heure, 1 heure et demie. Ok. Bon. Mais sur les 2 visas que j'ai fait, j'en ai un qui m'a pris 1 demi-heure et l'autre 1 heure. Quoi. Ok. C'est pas tant. Ouais, L'aéroport ça est va. relativement petit. Donc, Ok, d'accord. Et au niveau de l'assurance voyage, tiens, Alors, l'assurance voyage, il y en a pas. je suis pas un bon élève là-dessus. Ok. J'en ai pas pris. Ok, d'accord. Ce qui est pas conseillé du tout. Hein. Recommandé. Mais j'en Parce ai que pas tu pris. le savais ou tu savais pas? Ouais, si, je le savais, mais je trouvais les prix un peu abusés quand même. Ouais. L'assurance voyage montagne, elle est ok, mais dès que tu passes en assurance Népal, vu qu'il y a toute la chaîne de l'Himalaya et que souvent comment on dit, les sauvetages coûtent cher, l'assurance est quand même relativement cher. Donc j'avais décidé de pas en prendre. Ok. Mais c'est toujours pareil, sur le moment tu te dis ça, mais après coup je me dis c'est quand même débile parce que s'il y a un souci, moi j'ai pas les moyens de me payer un hélico. Quoi. Ouais. Donc si c'était à refaire, il faudrait que j'en prenne une cette fois-ci. Ouais. Vu que tu vas retourner au Népal, là, Je vais y retourner pour sûr, et ce serait bien que je prenne en maturité et que j'en prenne une. En gros. Ok. Ouais, moi j'ai rencontré, pareil, il y a un stage il y a pas longtemps, un mec qui a fait justement le Merapic, incroyable. Là, la formation de coach en thérapie froid et chaud, mais genre, dans cette formation, il y a un mec qui a monté le Merapic. Trop bien. Donc il m'a fait une petite liste de tout ce qu'il avait à faire. Et il m'a dit, il a trouvé un bon plan pour l'assurance voyage au Népal. 30 euros par mois. Même pas 30 euros, je sais plus quoi exactement. Un truc qui est pas cher et que c'est top. Ok. Donc, Après, faut que tu regardes bien ouais, il faut. si c'est juste montagne, si c'est haute montagne, enfin, s'il y a une taille qui change. Mais c'est clair qu'il vaut mieux. Ça, y a pas photo. Hein. Moi, C'est plus raisonnable. On est à l'abri de rien parce que même si c'est pas une chute, si c'est pas une avalanche, si c'est juste le mal des montagnes mais trop fort, des fois il n'y a pas le choix, il faut descendre en hélico. Il faut aller vite. Chaque minute que tu restes à subir, c'est pas bon pour ton corps. Et ça peut être fatal au final. Ouais, bien sûr. Et durant ton ascension, t'as vu des personnes un peu, je sais pas, dans un mauvais état. Ouais, de fou. J'en ai vu 2 ou 3 qui sont justement rentrés en hélico. Ok, d'accord. C'est parce que c'est risque zéro, c'est pas t'es pas bien du tout, on attend un peu, t'es pas bien du tout, on redescend. Faut pas rigoler avec ça. Et du coup, il y en a 2-3 qui sont rentrés, et t'en as que tu les vois, mais ils sont au bout de leur vie. Ils lâchent pas, tu vois, ils y vont mentalement, mais des gens qui montaient mais en pleurs, en mode j'ai mal partout, mais qui disaient je veux y arriver. Donc j'ai mal, mais j'y vais. Mais donc, ouais, tu croises Après, t'es toujours meilleur et moins bon que d'autres, donc tu croises toujours des gens plus en galère que toi et t'es toujours un peu mieux que d'autres. Ok. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que toi. Et ça t'a pas fait peur ou t'as dit ouais, ça peut m'arriver quoi? Non. Ça m'a pas fait peur, je le sais que ça peut m'arriver. Bah, de toute façon, là t'avais pas la chance, donc là, il fallait assumer quoi. Non, mais ça m'a pas fait peur, mais j'étais en mode c'est la réalité du truc quoi. Faut faire attention, c'est hyper dangereux, on le sait. Ok. Faut s'écouter. Ouais. Faut faire attention à soi et s'écouter. Ok. T'as eu des gros moments de peur pendant l'ascension ou pas du tout? Pas de peur, mais j'ai eu des moments de prise de conscience et je me suis dit, ok, là c'est vraiment dangereux. Ah ouais. Je me suis dit, là j'ai pas le droit à l'erreur quoi. Ok. Des moments où ça dépend super raide et que tu dois monter un peu en zigzag, que t'es pas encordé, t'as pas d'accroche, tu te dis là c'est pas le moment de glisser. Ouais. C'est pas le moment de regarder ailleurs, de perdre la concentration. C'est focus, on passe le passage difficile et après on respire. Donc pas vraiment de peur, mais plus de prise de conscience du danger et de... Là c'est pas les 4000 marches. Ouais. C'est plus la rigolade. On fait gaffe. C'est clair. Les 4000 marches, pour ceux qui savent pas, c'est direction depuis Valrog. Je sais plus à combien c'est. En hauteur? Ouais, Valrog, 300 mètres, je pense. Non, ça serait un peu plus, mais ça doit être... Ouais, moins de 500 déjà, c'est sûr. Et après, direction le Montégoal, quoi. Donc au Montégoal, on est à 1450, je crois. Ça fait un 1000 de D+. Quoi. Ouais, ça fait 1000 de D+, c'est ça. Moi, j'ai fait un sondage. J'ai fait la compétition, c'était quand ils font la compétition de trail, j'avais fait un sondage. C'est beau. Rien que de la montée en trail, celle-là... ça pique. Elle fait pas envie. J'ai jamais fait, j'adore la faire en randonnée, mais j'ai jamais fait en courant. Ouais, c'est 10 km et 1000 mètres de dénivelé, quoi.
Du coup, après aller-retour. Donc, ah tiens, parfait, on en vient là. Est-ce que t'as pas eu un relâchement pendant la descente, quoi? Non, franchement, j'ai eu le soir. Ok. Parce que pareil, la descente, fallait rester concentré parce que ça monte fort, mais ça descend fort. Eh oui, mais c'est ça. Bah, en fait, le truc, c'est que tout s'est dit, oh, jusqu'au pic, et après, il relâche l'effort, quoi. Mais le plus dur, c'est la descente, quoi. Bah, le plus dur, c'est de réussir jusqu'au bout. C'est Parce que sinon, t'es en descente, t'as facilement te faire une cheville, quoi. Ou autre chose, mais non, moi j'ai relâché en arrivant. Ah ouais? J'ai réussi à garder le focus. Ok. Bah, en gros, je suis parti à minuit et demi et je suis redescendu au camp de base. Je me suis juste posé une demi-heure, une heure, le temps de paquer les dernières affaires et de repartir. Et je suis reparti. Je suis arrivé au logement à 16h, donc tu vois, ça faisait 15h30 que j'étais debout et que j'avais fait. C'est clairement le plus gros effort de ma vie. Ok. J'ai jamais eu un effort aussi intense. Et là, par contre, à 16h, je suis arrivé, je me suis posé, j'ai bu un thé, j'ai mangé un bol de riz et c'était extinction des feux. Ah ouais. Je me suis allongé, je me suis réveillé de lendemain. Chaos technique. Putain, incroyable. Et après, j'ai subi les derniers jours. Enfin, en fait, c'est pas que j'ai subi, mais là, pour le coup, il y a eu un relâchement dans le sens où j'ai fait ce que j'ai fait. Maintenant, il me reste. En fait, si tu veux, j'ai fait une boucle et tout était splendide dans la boucle. Mais une fois que j'arrivais à la fin de la boucle, il y avait mon sommet. Et après, il y avait une petite partie là où c'était juste on rentre à Katmandou. D'accord. Cette partie-là, elle m'intéressait presque plus. J'étais en mode, j'en chie depuis 3 semaines, j'ai fait ce que je voulais faire, maintenant je veux juste rentrer le plus vite possible. Je veux m'expédier et on rentre, c'est bon, fini. Donc là, t'en avais marre un peu, non? Vu que je savais que c'était fini, ouais. Je me disais, c'est bon, j'ai fini, j'ai fait ce que je voulais. Maintenant, je veux juste rentrer et me poser en fait. J'ai eu ma dose, j'ai eu l'effort que je voulais, j'ai obtenu ce que je voulais, maintenant je veux me reposer. Et après, t'es parti directement en France ou t'es resté un petit peu encore Non, après ça, en fait, je l'ai fait directement quand je suis arrivé au Népal. Enfin, je me suis pris 4-5 jours à Katmandou histoire de me poser. Juste de vacances, quoi, entre guillemets. Ouais. Je suis parti et après je suis resté encore 3 semaines, 3 semaines et un mois à Népal. D'accord, ok. Non. Je suis reparti, du coup, c'est après que je suis parti dans la zone de Pokhara dans le nord. Enfin, non, plutôt dans l'ouest, c'est pas dans le nord. Ok, ok. Et t'es resté combien de temps, tiens, à la pointe de... Au sommet, on a dû rester un quart d'heure. Putain, tu as tout cet effort, tu as un quart d'heure. Ouais, bah ouais. Mais après, il fait froid, voilà. C'est ça après, tu t'arrêtes, t'as froid. Il y a du vent, ouais, non? Il y avait. Ouais, il y avait un peu de vent, mais en fait, c'était surtout le froid et te dire, c'est pas fini, Coco, il y a encore à faire, quoi. Ouais. Bon, on peut pas dormir là. Mais en fait, vu que tu montes de nuit, nous, on a eu un timing lever de soleil qui était super. Ok, donc on a il le fait exprès pour le lever de soleil ou c'est l'idée, mais après, ça se passe jamais comme prévu. Enfin, il y en a plein qui n'ont pas pu ou qui sont arrivés avant, qui avaient froid, qui sont descendus. Enfin bref, nous, on a eu des conditions météorologiques. Voilà. Et puis du temps que tu mets. Parce que on a pris quand même, tu vois, il n'y a que 3,5 km de montée, mais on a pris 5h40. Ok. Donc c'est pas énorme, hein. C'est 1300 mètres de D+, 3,5 km, et c'est 5h40. Ah ouais. Donc il y a quand même du temps, et puis quand il y a autant de temps, tu peux perdre du temps. Enfin bref, nous on arrive parfaitement au lever de soleil, et du coup ça nous réchauffe, donc hyper agréable. Ok. Donc là on a pris le temps de boire un peu d'eau, manger un gâteau, profiter, faire des photos et kiffer le moment, quoi. Mais vu qu'on était dans les premiers groupes, après il y avait d'autres personnes qui montaient, donc il y avait aussi le timing de faut pas qu'il y ait trop de personnes qui se croisent en même temps. Parce qu'il y avait du monde cette ascension ou elle est connue ou pas du tout? Elle est un peu connue. Okay. Après du monde tout est relatif, il y aura une vingtaine de personnes. Ok, d'accord. C'est pas énorme. C'est pas comme à l'Everest où c'est non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais t'as quand même du monde et il y a des endroits où tu peux pas te croiser. D'accord. Donc c'est soit il y en a un qui monte et ceux d'en haut attendent pour descendre, soit l'inverse. Donc il y a aussi ce timing anticipé si tu veux pas te retrouver à attendre un peu dans les bouchons, même si c'est pas énorme. Donc on est resté un quart d'heure et puis on est redescendu, on a globalement évité les gens qui montaient, donc c'était cool. Non, franchement, c'était trop bien passé. Et il y a eu il t'a briefé un peu sur ton guide, sur le comportement à avoir ou un certain respect par rapport à la montagne ou des Népalais ou ce que tu as ressenti finalement. Ouais. Bon, il m'a pas briefé parce que moi je pense que je me suis assez bien adapté, vu que c'est déjà la deuxième fois que je venais au Népal, j'ai un peu compris comment fonctionne le pays. Enfin, pas comment fonctionne le pays, mais je me sens bien, tu vois. Je pense que j'arrive à comprendre comment ça fonctionne. Donc je pense que j'ai quelques codes que j'arrive à capter. Et du coup, j'ai pas eu un brief, mais tu vois, j'hésite pas à lui demander plein de mots. Comme ça permet aussi d'avoir des mots stratégiques qui sont super cool à placer. Ouais. Et rien que des marques de respect pour les gens qui t'accueillent et tout. D'accord. Du coup, je dirais pas que j'ai eu de brief pour
pour comment me comporter, je dirais qu'avec le temps, j'ai réussi à savoir me comporter. Parce que les pourboires là-bas, c'est essentiel, enfin c'est normal quoi, chez eux, non? Ou pas du tout? Bah, tu parles pour la montagne ou pour le restaurant ou autre? Bah, dans tous Un peu partout. tous les cas, c'est apprécié. D'accord, ouais. Mais en montagne, c'est courant. Bah, parce que déjà, tu as une relation vachement plus personnelle quand même, c'est un accompagnement qui est plus personnel. Et ouais, du coup, en général. Dans les lodges aussi ou bah, non, c'est juste. En général, si tu parles à quelqu'un dans les lodges, toi, tu gères pas. Enfin, C'est lui qui. Ouais, c'est lui qui gère tout. Ok, d'accord. Mais tu peux laisser libre à toi, tu vois, c'est toujours super bienvenu de toute façon. De laisser un tip. Mais c'est pas nécessaire partout, par contre. D'accord. C'est pas comme dans d'autres pays où c'est attendu. Sauf en montagne, les guides, c'est plus attendu. D'accord. Et du coup, les comportements à avoir, tu m'as dit que tu savais, mais du coup, c'est quoi exactement? Bah, en fait, il n'y a pas vraiment de comportement spécial à avoir, mais il y a des trucs que tu captes, en fait, que tu vois comment ça fonctionne, la manière de dire bonjour, de comment t'exprimer, de demander les choses. Et en fait, c'est hyper fraternel, il n'y a pas de... Tu vois, quand on va quelque part au restaurant ou autre, on est hyper respectueux envers le serveur, mais lui, en retour, il est hyper sérieux. Il n'y a aucun lien entre nous deux. Moi, je suis consommateur, lui, il fait son travail, il me sert, par exemple. Quand t'es au Népal, t'as vraiment l'impression que tout le monde est là pour t'aider déjà. D'accord. Et tout le monde te reçoit comme un membre de sa famille. Donc c'est hyper naturel et ça se passe hyper bien et c'est hyper bienveillant surtout. Je me suis retrouvé dans des endroits des fois sans pouvoir m'exprimer parce que les gens ne parlaient pas anglais et on se débrouille toujours pour t'aider. C'est-à-dire qu'on va au fin fond du village, tu trouver le seul individu qui a un téléphone pour rappeler quelqu'un qui parle anglais, faire la traduction. J'ai jamais... J'utilise souvent ce terme galérer, tu vois, en voyage. Tu pars des pays où tu galères. En Inde, tu peux galérer. Parce que c'est beaucoup moins ordonné. L'Inde, c'est particulier. Au Népal, je vois pas comment tu peux galérer. Il n'y a jamais de situation de galère. Moi, tu me confortes alors. Parce que après, l'anglais, zéro quoi. Ouais, non, mais t'auras toujours quelqu'un pour t'aider. Parce que là-bas, t'as pas pris de carte SIM. Enfin, il n'y a pas de truc. Non. Tu peux, mais moi, j'en ai pas prise. Bah, quand tu vas à l'hôtel, t'as souvent la Wi-Fi. Ou en auberge, t'as la Wi-Fi. Donc, et la journée, quand je suis en vadrouille, j'ai pas besoin spécialement de mon tel. J'avais quand même une appli avec une carte hors réseau. Ah, ça c'est bien. C'est super utile. C'est clair. Du coup, j'avais le plan de la ville. Et c'était quoi l'application? J'utilisais Maps.me, mais j'avais trouvé une autre qui était mieux, je crois, ça s'appelle OneMap. OneMap, ok. Mais du coup, non, j'avais pas pris de carte SIM parce que j'en avais pas forcément l'utilité et que si j'avais besoin, tu vas dans n'importe quel bar, restaurant, auberge, tu as la Wi-Fi, donc tu as internet. Même sans en prendre, tu peux toujours facilement trouver. Bon, moi j'en prendrais une quand même. On sait jamais. Tu peux, ça coûte pas cher du tout, il n'y a pas de galère. Ok, d'accord. C'est vraiment pas un problème. Parfait, on fera ça. C'est quoi que t'as pu. Comment dire? C'est quoi les valeurs finalement qui t'ont transmis le Népal ou ce voyage Bah, moi, mon expérience Népal, ce que j'en ressors, c'est l'hospitalité, la gentillesse et le dépassement de soi en vrai. Parce que si j'y vais, c'est le dépassement de soi, c'est pour ça. Et ce que je ressens là-bas, c'est que du bonheur en fait. Ça t'a transformé? Ça m'a pas transformé, mais ça m'a. C'est un des rares pays où vraiment je me sens bien. Des fois, tu fais un pays et tu te dis, bah, je l'ai fait, j'y retournerai pas forcément. Là, le Népal, je peux y retourner tous les ans facile, tu vois. Et toujours kiffer autant. Là, ça fait 2 ans que j'y vais et je vais y retourner dans l'année ou l'année prochaine, tu le sais. De toute façon, il n'y a pas de montagne. Il y a de quoi faire à volonté. Non, mais parce que je me sens vraiment bien là-bas, quoi. C'est vraiment, je trouve, il fait bon vivre et qu'il n'y a pas de. Il y a très peu de négativité. C'est parti, tu vois, ce que tu disais au niveau culturel et spiritualité. Il y a très peu de négativité, il n'y a que du positif, que de la bienveillance. Et ça, c'est un truc qui est hyper agréable à vivre en fait. Il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi tu retournes au Népal encore Tu y es déjà allé, qu'est-ce que tu vas faire Ça, entre il fait froid, qu'on m'a dit 1000 fois, il fait froid, il fait froid et tu y es déjà allé, pourquoi tu y retournes? Mais c'est vrai que c'est con, j'ai pas trop d'explications. Mais je me sens vraiment bien là-bas et j'aime tout ce qui s'y passe. Et tout ce que je vois et tout ce que je fais. Et tout ce que je mange. C'est trop bien.
Et mais du coup, du coup ta prochaine étape au Népal, c'est pour faire un sommet ou c'est juste pour voyager Si je retourne au Népal, il y aura toujours une partie de montagne, je pense. Ouais, Mais après, il y a beaucoup à faire au Népal. Cette année, j'ai découvert le sud, ok. donc la frontière avec l'Inde, et en fait, c'est la D'accord. jungle. Je savais pas qu'il y avait une jungle, tu vois. J'ai découvert ça. Ah bah moi, je devais tout couvrir aussi. Hein. J'ai découvert ça, donc c'est des trucs. En fait, il y a plein de trucs à explorer. J'aimerais bien explorer le pays, parce que le pays est globalement petit en soi. Donc j'aimerais bien l'explorer encore et encore, quoi. Ok. À chaque fois que j'y vais, je découvre de nouvelles choses, donc j'ai envie que ça continue. Ouais. Mais il y aura toujours je serai toujours en montagne, quoi. Il y aura toujours un aspect montagne, j'aime trop ça. Parce que les bus et les routes, enfin. Ah là, Ah. ah là, sujet sensible. Voilà, faut être prêt à avoir des galères. C'est les seules galères que tu as, mais moi je trouve même pas que c'est des galères. Ok. En fait, il y a très peu de routes bitumées. Ok. Donc c'est souvent de la piste, du nid de poule. Ouais. Les trajets sont un peu plus longs et un peu plus tape-cul, mais ça se fait très bien. Non, parce que les trajets là, depuis Katmandou, t'as pris un vol ou en bus? Alors, quand je suis parti de Katmandou pour le trek, on a pris le vol qui va jusqu'à Lukla. Ok. Donc c'est un vol hyper connu parce que tu sais, c'est hyper court, il coûte hyper cher et l'aéroport est considéré comme un des plus dangereux du monde, un des plus bancals. Ok. Donc j'ai pris ce vol-là. Mais pour aller à Pokhara, par exemple, c'est une liaison par bus. Ok. Et c'est une journée de bus, quoi. C'est 8-10 heures de bus. Oh, Pas agréable, mais. T'aimes pas ça? Non, si, mais bon, 8h, 11h, être assis dans le bus. Ouais, c'est folklorique. Ok. Donc ça, tu l'as fait, tu l'as vécu. Oh, j'ai fait plein de fois, mais bizarrement, ça me dérange pas tant. Ok. Je sais pas pourquoi, parce qu'ils mettent leur petite musique népalaise dans le bus à fond, là. Ça t'a pas déplu? Ah, justement, mais le mec là qui m'a dit, il en pouvait plus de ces musiques bah, népalaises. Il m'a dit, c'est pas. toujours la même, et Oui. c'est en boucle, quoi. Oui, mais je peux te dire pareil, je suis d'accord. Ah ouais? Donc c'est soit tu peux plus te l'avoir, soit t'apprends à l'aimer. Moi je crois que j'ai commencé à apprendre à l'aimer. Ok. Oui, mais il vaut mieux le prendre comme ça. Et du coup, les trajets, ça peut être très, très approximatif. Il n'y a pas vraiment d'horaire de départ, il n'y a pas vraiment d'horaire d'arrivée. Il n'y a pas vraiment de contrôle technique, il n'y a pas vraiment de code de la route. Ouais. Mais tout se passe globalement bien. Et t'as des taxis là-bas aussi? Oui. Ouais. Ok. Enfin, oui, hein. Ouais. Oui, après, pour les grandes liaisons, c'est que du bus, mais ouais, t'as des taxis. T'as une app mobile, l'équivalent d'Uber, qui est top. Ok. Qu'il faut que tu télécharges. Moi, je sais, je télécharge. De toute façon, après, on se fera le petit point, on fera une petite liste. Qu'est-ce qui t'a fait le plus vibrer finalement au Népal? Bah, ce qui m'a fait. Ton plus beau moment là, ce que tu peux m'en sortir le plus joli là. Ce que tu ressors à chaque fois. Mon plus beau moment, je pense, c'est le sommet. Quand je suis arrivé, la pression qui retombe, quoi, c'est fait. Ouais. Ça, et mine de rien, c'est l'émerveillement du matin. Je me rappelle à chaque fois que le matin, à un moment de partir, chaque fois que je sortais, je me disais, mais waouh, putain, mais c'est ouf là où je suis, quoi. Là, je l'ai eu quasiment tous les matins, quoi. C'était incroyable. L'émerveillement du matin, c'est un des meilleurs trucs, je pense. Ok. Tu te réveilles, tu fais, waouh, trop stylé, là. Je me disais enfin, pas enfin, parce que c'est pas la première fois, mais là, je kiffe ce que je fais, quoi. Ok. Là, je suis au prime de ce que je voulais faire. C'était un trop bien. Donc, je pense que c'est ce sentiment qui me reviendrait. Ouais. Cette lumière intérieure. Ouais, c'est ça. Qui fait surgir. Qui, tous les matins. Putain, incroyable. Et puis après, dans les moments culminants ou juste après l'effort, t'es quand même content. Mmh. Content et fier, tu l'as fait, quoi. Ouais, bien sûr. Et t'as eu des lieux que tu pourrais recommander, ou des activités, ou des trucs qui c'est à faire, quoi, au Népal, que t'as fait? Alors, le premier truc qui me vient en tête, c'est une activité à faire après trek. Ok. Ça s'appelle le Sherpa Market, c'est un marché Ok. qui est tous les samedis à Katmandou. Ok. Et tu trouves des produits type européen, genre fromage. Ah ouais. Et moi, je suis rentré un vendredi à Katmandou, donc c'est le truc que j'ai fait le samedi. Je suis allé m'envoyer du pain, du fromage, du jambon, enfin des trucs réconfortants, quoi. Et il était bon ou... Ouais, non, franchement, c'est super bon. Okay. Et c'est ça qui est étonnant. Venant de France ou pas du tout? Ça, je saurais pas trop te dire s'ils refont les mêmes recettes ou si c'est importé. D'accord. Mais il y avait genre du brie, du Saint-Marcelin, des fromages quand même français. Ok. Et c'est hyper réconfortant après avoir perdu 7 kilos à manger que du riz. Ouais. Et à rentrer complètement fatigué, tu arrives, tu te fais un truc hyper réconfortant. Ça, c'était génial. Sinon, après, il y a quelques restes de bonne nourriture qui font quand même bien plaisir. Ouais. Et ce que je trouve super, sinon, du coup, je connais pas exactement ton itinéraire. Ouais.
mais tu auras forcément des trucs à visiter sur l'itinéraire, tu vois. Ouais. Que ce soit des monastères, ou moi j'ai pu visiter une usine, c'était plutôt une ferme de fabrication de fromage de yak. Ok, stylé. Mais tu vois, c'est des trucs, du coup, je savais pas que c'était là. Mais Tu l'as fait c'est sur là, le on, moment, on dit que c'est possible de visiter, c'est ce moment-là c'est à ce moment-là qu'il faut pas avoir la flemme. Ou te dire, putain, je suis fatigué, je ferais bien une sieste. Ouais, Là, il faut y aller, et tu vas souvent, c'est des super bonnes surprises. Ok, d'accord. Bah, parfait. Pareil. Ouais, le monastère, moi, ça me tente bien de faire un petit séjour pendant une semaine ou 10 jours. Ah bah ouais, si ça t'en vient, faut que tu le fasses. Ouais, un truc comme ça sur la méditation. Bah, faut que tu le fasses. Ouais. Tu seras à l'endroit parfait pour le faire, donc faut pas que t'hésites. Donc ça me tente bien. Ouais. Après, T'en as qui sont en montagne perchés, tu te dis, mais comment ils vivent là, et c'est trop bien. On t'a invité, en plus, toujours pareil, t'es super bien accueilli. Tu pourrais te dire, putain, ils sont en montagne pour être calmes, ils ont pas envie qu'un petit blondinet français vienne les embêter pendant la journée. Et eux, au contraire, ils sont super contents de t'expliquer. D'accord. Et de te montrer tout ce qu'ils peuvent te montrer, et de répondre à tes questions. Incroyable. Donc ces moments-là, ils sont super cool. T'as fait le monastère du coup, ouais. Ben, en fait, pendant le trek, il y avait une ville, un petit village, et un monastère, je sais pas, 200-300 mètres plus haut. Donc on allait le visiter, ouais. Ok. Et c'est super. C'est génial. Ce genre de truc-là, c'est trop cool. Ouais. Un peu imprévu, mais qu'au final, t'adores. On arrive sur la fin de ce podcast. Bon Léo, 2-3 petites questions rapides. Le mot qui... merde, j'ai plus la question. Le mot qui t'est resté à la tête du Népal. Enfin, un mot important ou je sais pas, le mot qui te parvient quand on te dit Népal. Moi, qui me parvient, c'est-à-dire un adjectif ou alors un truc qui me fait penser. Ouais, un adjectif, ouais. Un adjectif, ouais, moi, franchement, je te dirais générosité. Générosité, ouais. Ah ouais, ou bienveillance. Mais les deux vont ensemble. Ok. C'est vraiment je sais plus, je crois que c'est peut-être même le pays qui s'appelle, c'est un des pays qui s'appelle les pays du bonheur, tu vois. Ouais. Il y a vraiment que du positif. Il fait bon vivre et tu le ressens vraiment beaucoup. Ok. Ils ont des citations là-bas ou pas du tout? Bah, comme tu disais tout à l'heure, le Vistari, Vistari. Vistari. Ça veut dire petit à petit, genre doucement. Ok. Doucement, calme. Ok. Et ça, tu vas l'entendre à mon avis. Petit pas par petit pas, ouais, ça veut dire, c'est ça? Ouais. D'accord. Et ça, je le retiens parce que je l'ai entendu tellement de fois. fois. Peut-être quand je dors, mais tu sais, en voulant partir un peu trop vite, tu te fais rappeler à l'ordre. Vistari, Vistari. Ok, d'accord. Ça, c'est vraiment le truc de la montagne que je retiens. Enfin, l'expression de la montagne que je retiens. Ok. Et après, quelques petits mots que tu peux placer par-ci par-là, ça fait rire les gens que. Ouais. Les petits mots en népalais, tu vois, quand tu commandes un plat au poulet, que tu dis poulet en népalais, ça fait mourir. Ça se dit comment, poulet en népalais? Poulet, c'est kukula. Kukula. Ok. Et du coup, ils sont morts de rire. Ouais. Parce qu'ils s'attendent pas du tout à ce que tu le dises, et ça détend l'atmosphère, et du coup, ils sont contents, et ils parlent un peu plus. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Et ça, c'est trop cool. Ouais, génial. Et dernière question, si tu avais 3 conseils à donner à un débutant qui va au Népal et qui veut faire une ascension, par exemple celui que tu as énoncé ou le mien, le Merapic, que je m'apprête à faire. Bah, c'est renseigne-toi bien, documente-toi bien, ouais. Équipe-toi bien, et arrive seul. Ok, super. Tu sais ce que tu vas faire, tu sais comment tu vas le faire, tu sais ce que tu es capable de faire, et ça va se passer. Okay. Et je vais perdre 7 kilos aussi. Ça, non, ça après c'est pas pour ça. 7 kilos en 9 jours, c'est ça? Non, en plus en 3 semaines et demie. En 3 semaines et demie, oui, c'est au total. Ouais, c'est pour le plus gros que j'ai fait là. Super. Bah, génial. Bon, ben merci beaucoup, Léo. Bah, merci à toi. Je pense qu'au Népal, ils font comme ça. Merci beaucoup. Ouais. Et on se retrouve prochainement. Ciao. Tiens, je vais arrêter. Et voilà.